Très heureux de vous présenter cette tête de divinité farouche protectrice qui vient du Tibet. Cet objet m'a inspiré l'idée du catalogue pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un vieil ami en quelque sorte, puisque c'est un objet que j'ai tenté d'acquérir au XXe siècle, littéralement, à la toute fin du XXe siècle, et qui est parti dans une collection privée. Il était passé dans une vente parisienne. Il est resté longtemps en collection privée et pratiquement 25 ans plus tard, j'ai pu enfin en faire l'acquisition. C'est un objet qui m'était toujours resté dans la tête, parce qu'il a une très, très grande force plastique. Et c'est une typologie d'objet vraiment rare qui est intéressante de par sa représentation, toute sa symbolique, mais aussi par rapport à la manière dont il a été fait. Il devait y avoir une base en terre pour la sculpture complète. Et pour le visage, pour avoir une meilleure définition, on a aussi utilisé des fragments de textiles, des fragments de manuscrits. On a même à l'intérieur, on le devine ici, des traces d'inscription. Donc on a une pièce qui est terminée en quelque sorte avec du papier mâché. On voit des restes de polychromie ici. C'est difficile d'identifier de quel Dharmapala il s'agit. Dharmapala, c'est le gardien, le protecteur du dharma, de ce qui permet l'équilibre et le bon fonctionnement du monde. Ici, la couleur noire nous laisse penser que ça peut être plusieurs, mais on ne peut pas s'avancer de manière trop précise dans l'identification exacte de quel est ce Dharmapala. J'aime beaucoup cette pièce aussi pour la manière dont on va avoir l'accentuation de certains traits du visage, la forme de la bouche, son ouverture, la férocité, ça ressemble à une gueule animale. Les dents, les canines qui sont très agressives, comme pourrait l'être un félin. On a aussi le traitement des sourcils, ici les arcades, qui sont vraiment très marquées, qui renforcent l'expression extrêmement forte. On a les yeux qui sont quasi sortis des orbites. Le matériau aussi, qu'on était sur une base de terre, je pense, pour ce qui constituait la majeure partie de la sculpture. Mais pour les éléments plus nets ou plus précis, comme ici, on pouvait utiliser d'autres matériaux, puisque dans les montagnes himalayennes, on utilisait les matériaux qui étaient disponibles proches des lieux où on faisait les temples, les monastères et les créations statuaires. Il y a beaucoup d'inventivité, de créativité et d'intelligence pratique dans la mise en œuvre de ce type de sculpture. Les objets de ces typologies, étant donné la fragilité du matériau et le passage du temps, on a beaucoup de temples comme ça qui ont été perdus, souvent parce qu'ils ont perdu leur toit et qu'ensuite, avec l'eau, les sculptures se détériorent très très vite. On a présenté lors d'un autre catalogue une pièce en terre et paille, qui a rapproché un petit peu de cet objet. Pour l'anecdote, je m'étais cassé l'épaule, j'avais découvert que le radiologue qui m'a fait les radios de l'épaule s'intéressait beaucoup à l'art, et j'étais allé avec la grande sculpture de Vajrasattva, faire une radio de la sculpture pour comprendre comment était sa structure intérieure. On avait aussi pratiqué un carbone qui donnait deux datations, une datation du 8e siècle et une autre du 14e, sur les deux parties où on avait fait des prélèvements, ce qui montre que tout ce registre de sculpture en ronde bosse ou en très haut relief évoluait. On avait des temples qui étaient maintenus, travaillés et sur lesquels on peut avoir des productions statuaires sur une période assez longue. En ce qui concerne la datation de cet objet, on voit que ça peut évoquer certains bronzes tibétains qu'on connaît plutôt pour le XIVe, XVe siècle. Mais ici, dans le traitement du visage courroucé, on a des éléments stylistiques qui peuvent nous laisser penser que c'est un petit peu plus tôt, et des éléments de comparaison avec des bâtiments encore existants, même s'ils sont peu nombreux, qui nous permettent d'aller plutôt vers une datation entre le XIe et le XIVe siècle, plutôt que le XVe, même si cette iconographie nous évoque des pièces connues en bronze.